Salut à tous, j'ai souhaité faire cette vidéo pour apporter une pierre à l'édifice de votre propre parcours de guérison émotionnelle et mentale en vous partageant certaines thérapies et outils alternatifs que j'ai eu l'occasion de tester depuis ces dernières années. En fait, j'ai pas mal de trucs à régler, comme pas mal de gens, et j'ai entamé un parcours de guérison de mes traumas depuis plusieurs années maintenant. Alors j'ai pas forcément vu de différence dans tout ce que j'ai testé, sauf qu'on est tous différents, alors ce qui ne marche pas pour certains marche pour d'autres. En tout cas, je serai honnête dans ce que mes thérapies m'ont apporté ou non, et j'espère vous donner des pistes qui seront efficaces pour votre mieux-être. Par contre, qui dit thérapie alternative dit qu'elles ne sont pas tellement cartésiennes et non validées scientifiquement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je ne suis pas cartésienne, donc ça fait bien longtemps que je ne me limite plus à la médecine classique en ce qui concerne ma santé mentale et émotionnelle. Je me tourne aussi souvent vers des concepts énergétiques, et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo qui parle de mon éveil spirituel que vous trouverez dans la playlist Confidences sur l'invisible sur ma chaîne. Bien entendu, je vais vous partager mon point de vue et je force personne à croire aux mêmes choses que moi. Gardez toujours votre capacité de discernement pour faire ce qui vous semble bon pour vous, c'est très important. Je précise aussi que je vais vous présenter des outils qui sont complémentaires à la médecine classique, et la médecine classique, ça combat plutôt les symptômes, donc n'arrêtez surtout pas vos traitements sans avis médical car ça pourrait être très dangereux pour votre santé, bien évidemment. Je suis pas non plus psychologue, alors il s'agit vraiment de mon point de vue et je ne détiens pas la vérité absolue. Si vous voulez, je suis d'avis que la guérison en général elle est holistique, c'est-à-dire que les thérapies classiques ne suffisent pas car elles traitent l'aspect mental, on va dire, et non pas l'individu dans son entièreté. Selon mon point de vue, la santé, elle est pas que physique et mentale, mais elle est aussi émotionnelle et énergétique. En ce qui concerne les médicaments traditionnels, pour moi, c'est comme poser un pansement sur une plaie profonde. Donc en gros, si vous voulez, en surface, tout va bien car on ne voit plus le bobo, mais à l'intérieur, c'est à vif. C'est-à-dire que les traitements, ça sert à combattre des symptômes et à stabiliser un état, mais ça soigne pas la source du problème profond. Quand je dis profond, c'est que je crois que les mots MAUX, qu'ils soient mentaux ou physiques, sont liés à des choses émotionnelles et parfois complètement inconscientes. Je pense qu'on sous-estime trop l'inconscient. Les médicaments, évidemment, c'est très utile dans le cadre de la santé mentale pour stabiliser l'humeur, ou par exemple pour arriver à dormir, voire même éviter le pire, je vais pas vous faire de dessin, à défaut d'avoir trouvé comment sortir d'un état de mal-être. Donc je suis pas contre les médicaments, je dis seulement qu'ils ne sont pas suffisants pour permettre une guérison profonde et éviter les récidives parce qu'ils ne soignent pas l'origine des maux tout simplement. Avant de vous parler de ce que j'ai testé, je vais vous parler du rapport entre les traumas et le système nerveux. Alors je vous conseille de ne pas squeezer cette partie de la vidéo car ça pourrait changer votre regard sur votre mal-être, je pense. Sinon vous pouvez passer directement à la partie thérapie en passant par les chapitres que j'ai mis en description. Des fois, on va mal pour quelque chose de très ciblé. Alors là, ça arrive vraiment à tout le monde. Et une fois que c'est résolu, notre mal-être, il s'en va. Et puis, pour d'autres personnes, le mal-être, il est chronique et c'est mon cas. Et c'est là que ça devient intéressant car je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne savent pas que leur système nerveux est directement impliqué et que non, ce n'est pas que dans votre tête. Pour commencer, savez-vous réellement ce qu'est un trauma? En gros, c'est un événement vécu comme marquant, provoqué par un danger conscient ou non, et qui est source de menace pour quelqu'un. On a tendance à penser que le trauma ne laisse que des traces mentales, alors que pas du tout. C'est aussi inscrit dans votre corps. Si vous voulez, un trauma, ça se définit pas en effet uniquement par l'événement en lui-même, mais aussi par la manière dont votre système nerveux l'a enregistré. Donc, lors d'un danger perçu, le cerveau, il va activer des circuits de survie. On a par exemple l'amygdale qui déclenche l'alerte, le corps qui va libérer de l'adrénaline et du cortisol, et le système nerveux, lui, il va passer en mode combat, fuite ou figement, selon la situation. Et si la situation elle est trop intense ou que vous vous sentez impuissant, cette activation peut ne pas se réguler complètement pour revenir au mode normal. Donc ça signifie que le souvenir de l'événement reste inscrit de façon émotionnelle et corporelle, et non pas que mentale. Donc le système nerveux peut continuer à réagir comme si le danger était toujours présent alors que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui. Et ça peut devenir chronique.
chroniques. Alors perso, j'ai commencé à m'intéresser au système nerveux en 2024 et j'ai découvert que c'était les traumas coincés dans mon corps, entre guillemets, qui faisaient que j'allais mal, même dans les moments où je n'avais pas d'aléas et où ma vie allait plutôt bien. Pour vous faire une idée, un système nerveux qui est toujours en alerte et qui ne sait plus se réguler seul pour revenir à son mode normal, ça peut donner plein de symptômes, mais genre tellement que vous n'imaginez même pas. Ça peut par exemple donner des douleurs musculaires et corporelles chroniques, alors que quand vous faites des examens médicaux, il n'y a rien d'anormal. Ça peut se manifester aussi par de l'anxiété chronique, de l'insomnie, de la fatigue chronique, des maladies de la peau, des troubles de l'attachement, et oui, de la dépression chronique sans raison apparente, des phobies, des troubles alimentaires, de l'irritabilité, une déconnexion avec ses émotions, de l'apathie, de la tension corporelle constante, cauchemars, troubles ORL, maux de tête, hypervigilance, et la liste est tellement longue. Ça peut être aussi de l'anticipation démesurée, hyperactivité mentale, etc. Et bon, personnellement, heureusement, j'ai pas tous ces symptômes, parce que sinon ça serait vraiment problématique pour en venir à bout de tout ça. Sauf qu'avant 2024, j'avais aucune idée du lien entre le système nerveux et mon mal-être général. En fait, je savais pas que je portais les traces de mes traumas dans mon corps. Et je pense que tout le monde a des traumas, même minimes soient-ils, car il y en a pas mal qu'on ne conscientise même pas. Par exemple, un événement qui vous a semblé anodin de manière consciente, par exemple vous vous dites ça c'est pas grave, ce qui m'arrive c'est que dalle, en fait sans que vous vous en êtes rendu compte, ça peut vous avoir affecté inconsciemment. Et votre corps, il parle pour vous. Et dans mon cas, c'est mon enfance qui a été un trauma à elle toute seule. En fait, j'ai vécu dans un contexte familial de violence verbale, voire envers les objets, pas mal d'objets cassés, balancés, etc. Et ça s'exerçait entre mes parents. Et après, ça s'est perpétué avec le partenaire de l'un de mes parents une fois qu'ils se sont séparés. Donc j'ai vécu ça jusqu'à l'âge adulte. J'avais aussi un parent qui allait très mal, donc globalement, j'ai vécu dans un climat de colère, tristesse, dépression et un environnement anxiogène. Il n'y avait pas de répit en fait. C'était quasiment chaque jour comme ça jusqu'à ce que je prenne mon indépendance officielle après mon master. Et ça, j'avais 25 ans environ. Et mes parents ne m'ont pas non plus appris ce qu'est un couple fonctionnel qui s'aime, ni ce qu'est un modèle familial sain. Et ça, je ne l'ai compris que récemment, mais la petite fille que j'étais n'a pas eu de parents qui ont répondu émotionnellement à ses besoins, car ils n'étaient pas stables à ce niveau. Alors pas dans le sens où ils ne m'aimaient pas, bien sûr qu'ils m'aimaient, ils me faisaient des câlins, et puis ils me cherchaient à me protéger de ce qui me portait préjudice à l'extérieur de la maison, mais à la maison, j'ai vu et entendu des trucs que j'ai banalisés par habitude et parce que j'ai toujours grandi avec ça et je ne connaissais que ça, mais qui bien évidemment n'était pas normal du tout. En fait, je ne savais jamais à quoi m'attendre chaque jour car le climat de chez moi variait, c'était pas sécurisant et je ne savais pas sur quel pied danser. Alors un coup c'était joyeux et le lendemain ça criait de partout et le jour suivant c'était dépressive land. Donc mon système nerveux il a appris très tôt à se protéger en se mettant en mode survie et à me couper de mes ressentis pour que je souffre moins psychologiquement et que je puisse me buller pour me protéger. Mais quand le trauma est répété quotidiennement durant une vingtaine d'années, comme ça a été mon cas, le corps il sait plus revenir à un mode normal. À ça vous ajoutez d'autres aléas de la vie qui ont naturellement mis tout mon être en mode survie, par exemple du harcèlement au collège, des abandons par des amis et des petits copains, des conflits avec l'un de mes parents à l'adolescence qui m'a mis mal, des chocs émotionnels divers et variés qui n'ont fait qu'accentuer le mode survie de mon corps. Et puis au final, c'est un cercle vicieux car les symptômes du système nerveux dérégulé nous mettent mal et nous créent de l'anxiété et donc ça renforce encore plus le mode de survie. Voilà pour le contexte. Ce qui est désolant, c'est que les médecins en France parlent peu des conséquences d'un système nerveux dérégulé. En fait, ils parlent peu du système nerveux tout court. Alors perso, j'ai mon opinion sur la question, mais je vais me garder de la dire ici. De mon point de vue, la psychologie, ça suffit pas à elle seule pour guérir les traumas. Je pense que ça permet d'avoir un soutien, bien évidemment, d'intégrer le souvenir d'un trauma et l'appréhender autrement, se réconcilier cognitivement avec, on va dire, mais ça ne régule pas le système nerveux, alors ça va pas empêcher le corps de rester en mode combat, fuite ou figement. Alors là, j'émets une hypothèse, je me dis que la psychologie peut
fonctionner sur un trauma isolé si le système nerveux savait encore se réguler seul avant l'événement, mais pour une personne qui a vécu des traumas de façon répétée, sans interruption et sans laisser le temps au corps de sortir du mode survie, pour moi, la psychologie ne va pas faire guérir tous les symptômes parce que c'est beaucoup trop ancré profondément, on va dire. Alors bien sûr, la psychologie, tout comme les autres thérapies, ont quand même un rôle clé pour les personnes multitraumas parce que ça permet d'éviter que le seau ne déborde, entre guillemets, et puis d'enlever des couches du trauma. Perso, l'ensemble de ce que j'ai fait, entrepris, a permis de stabiliser mon état et puis de m'apporter un soutien, de déblayer des couches, comme je vous disais, et faire le ménage dans mes énergies dispersées par les chocs émotionnels et l'anxiété chronique que j'ai dans mon corps et dans ma tête. Honnêtement, je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui si j'avais pas fait plusieurs thérapies, donc pas que de la psychologie. Donc maintenant, je vais vous présenter certaines pratiques que j'ai testées par le passé. Par contre, je vous parlerai pas de mes thérapies actuelles parce que je compte faire des vidéos à part entière plus approfondies quand je serai en mesure de vous faire un retour. Première thérapie, la réflexologie. C'est une pratique manuelle qui repose sur le principe que certaines zones du corps, comme les pieds, les mains ou le visage, correspondent à différents organes et systèmes internes de notre corps. Donc le praticien, il va stimuler ces zones en appuyant dessus et ça va envoyer des signaux nerveux au cerveau. Cette pratique, elle repose sur la médecine chinoise qui vise à équilibrer la circulation de l'énergie vitale. En gros, cette pratique pourrait traiter des maux comme ça. Si on part du principe de la théorie que les mots font écho à des émotions non exprimées ou liées à des événements qui nous ont impactés et qui laissent des traces dans le corps, comme je vous ai dit, la réflexologie pourrait aussi aider à libérer ces blocages émotionnels et rétablir l'équilibre intérieur. De mon côté, j'ai testé 3 réflexologues plantaires, donc c'est avec les pieds, mais elles travaillaient pas de la même façon. Donc la première, elle était aussi spécialisée en réflexologie émotionnelle et elle adaptait ses massages en fonction de mes problématiques. Enfin, massage, si on peut dire ça comme ça, parce qu'en vrai ça fait douiller. Avec la première, j'ai commencé en 2015 quand j'avais environ 17 ans pour traiter mon anxiété et le mal-être indescriptible que je portais en moi. J'ai jamais été me faire diagnostiquer pour une dépression, mais à l'époque ça y ressemblait. Ce qui m'aidait, c'était de lui parler et je m'offrais également un moment de détente parce qu'après avoir douillé, bien évidemment, en m'appuyant sur des zones réflexes sensibles, elle me faisait un massage pour finir. En gros, quand on a mal, ça indique qu'il y a bien un déséquilibre sur la zone du corps à laquelle ça correspond. Pour tout vous dire, j'ai pas vu de différence sur le côté émotionnel, peut-être parce que les changements étaient trop subtils, et puis pour vous dire, ça aide pas non plus d'être coupé de ses ressentis, comme je vous avais dit tout à l'heure, et ça, c'est l'une des conséquences d'un système nerveux en PLS. Mais je me souviens qu'une fois j'étais malade, alors je devais avoir un rhume ou je sais pas trop quoi, et la réflexologie, ça m'a aidé à ce que ça passe plus vite. C'est-à-dire que d'habitude, mes rhumes passaient moins vite, et là, coïncidence ou pas, en faisant de la réflexologie, c'était passé plus vite. Et pour ne pas me baser seulement sur mon expérience, j'ai actuellement 3 personnes de ma famille qui sont assez nerveuses et qui continuent de consulter cette même réflexo, et en fait, ils me disent que ça les stabilise. Il y a même l'une d'entre elles qui m'a dit plusieurs fois qu'en fait, la réflexologie, ça l'aide à pas péter les plombs, et donc à contenir le trop-plein émotionnel et le trop-plein de colère qu'elle a en elle. Quelques années plus tard, j'ai été voir une autre réflexologue dans ma ville étudiante, donc c'était en 2022, parce que j'avais pas eu mes règles pendant 3 mois suite à un choc émotionnel répété. Donc là encore, mon système nerveux, il était mis à rude épreuve et ça a juste accentué mes symptômes d'anxiété physique et jusqu'à maintenant en fait, même si c'était il y a 3-4 ans. Parce que mon système nerveux, vraiment, il a pas du tout kiffé ce que j'ai vécu. Bref, cette réflexologue, elle avait une autre approche que la première que j'avais vue et spoiler, ça n'a pas aidé mes règles à revenir. Ensuite, en 2024, j'ai testé une réflexologue dans ma ville actuelle pour retenter de soulager mon anxiété corpo. Par contre, j'ai pas du tout aimé sa façon de travailler parce qu'elle avait, si vous voulez, un circuit de points prédéfinis ou appuyés pour rétablir la bonne circulation de l'énergie du corps. Sauf elle s'adaptait pas au profil du consultant selon le motif pour lequel il venait. Donc elle s'adaptait pas à moi. Et puis même à côté de ça, le contact il passait pas trop non plus avec elle parce qu'elle me forçait à lui parler de ma vie alors que je le faisais déjà avec la psychothérapeute que je consultais à l'époque et elle cherchait aussi à avoir raison sur ce que je lui disais. Donc vraiment un conseil quand vous voyez qu'un thérapeute vous correspond pas, peu importe la technique, arrêtez, fuyez et puis testez un autre, peut-être que le courant passera mieux avec un autre praticien. Donc voilà, perso, la réflexologie ça m'a pas aidé au niveau de l'anxiété parce qu'elle est chronique et elle est bien ancrée dans mon corps et dans ma tête, comme je vous ai dit, parce qu'elle est continuelle de mon enfance. Mais je me dis que la réflexologie ça peut être plus efficace pour des personnes qui ont de l'anxiété ponctuelle
ponctuel par rapport à une situation précise. Mais comme je vous l'ai dit, pour ma famille, eux, ils sentent que ça les stabilise nerveusement pour les canaliser d'une certaine façon. Ceux qui ont testé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment la réflexologie vous a aidé, parce que ça pourra aider d'autres personnes. Deuxième thérapie, la kinésiologie. Alors, c'est quoi ce mot bizarre? Non, ce n'est pas comme faire des séances de kiné avec un kinésithérapeute. La kinésiologie, c'est une approche psychocorporelle qui s'appuie sur la relation entre le corps, les émotions et le mental. Donc ça repose sur l'idée que le corps y garde en mémoire les expériences vécues, comme je vous l'ai longuement expliqué tout à l'heure, et que ces mémoires peuvent donc influencer notre équilibre au quotidien. Donc avec la kinésio, on peut explorer l'origine de certains déséquilibres corporels ou émotionnels, comprendre comment le corps réagit à certaines situations, favoriser un rééquilibrage global et durable, ou encore retrouver une sensation d'harmonie et de bien-être. Comment ça marche cette chose? La séance, comme souvent chez les thérapeutes, ça commence par un entretien. Donc vous lui exposez votre mal-être, etc., ce que vous voulez guérir, tendre à guérir, à régler, voilà. Ensuite, le praticien, il va interroger votre corps par le biais de tests musculaires pour identifier les déséquilibres internes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou énergétiques. Par exemple, la mienne, elle posait des questions, elle tritouillait mon bras comme ça, et en fait, mon corps, il envoyait des micro-mouvements, et c'est comme ça que mon corps, il lui répondait qu'elle pouvait avoir une réponse oui, non, selon la question qu'elle posait. Donc en fait, c'est notre inconscient qui répond. Et une fois que des déséquilibres et des blocages ont été identifiés, on passe à la phase de correction. Selon les résultats des tests musculaires, donc avec le bras, comme je vous ai montré, le praticien, il utilise différentes techniques manuelles ou énergétiques pour accompagner le rééquilibrage du corps et de l'esprit. Par exemple, la mienne, elle travaillait avec mon inconscient en me faisant intégrer de nouvelles croyances pour corriger les anciennes, ou me faisait faire des postures physiques qui, je crois, étaient censées envoyer de nouvelles informations à mon cerveau. Alors ma praticienne, elle me l'a pas expliqué comme ça à l'époque, vers 2018, parce que j'étais encore trop jeune, mais maintenant que j'y pense, je vois un lien avec le travail autour du système nerveux et des croyances limitantes. Elle me conseillait parfois de l'homéopathie et des fleurs de Bach, pour ceux qui connaissent, à prendre les jours suivants afin d'accompagner le travail de libération émotionnelle qui avait été entamé pendant la séance. Donc pour ceux qui sont branchés naturopathie, les fleurs de Bach, ça part du principe que chaque fleur correspondrait à des émotions. Donc encore une fois, étant une personne coupée de ses ressentis et de ses émotions, alors pas de toutes mes émotions, mais il y a des blocages à ce niveau-là, je n'ai pas vu beaucoup de différence. J'ai quand même fait plusieurs séances, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine, mais je trouvais quand même déjà ça ouf qu'à l'époque, rien qu'avec mon corps, la praticienne a pu trouver des choses en lien avec mon passé que je n'avais pas forcément dites. Elle pouvait retrouver des émotions que j'avais eues à l'époque des traumas, quelles conséquences certaines situations avaient eu pour moi, etc. Et comme elle est énergéticienne à côté de ça et qu'elle a des ressentis plus subtils, elle s'arrêtait pas à ma vie actuelle parce qu'elle recevait aussi des informations de mes vies antérieures, pour ceux qui y croient, ou de choses qui sont arrivées à mes ancêtres et qui me pesaient actuellement sans que je le sache. Après, je peux pas vous dire si tous les kinésiologues sont connectés aux énergies ou pas. Et même si je suis restée avec mon mal-être latent global, je pense que j'avais tellement de couches de trucs à nettoyer et rééquilibrer, que ça soit dans ma vie actuelle ou dans mes autres vies, comme je vous disais, ou bien de ce que j'ai hérité de ma famille actuelle, ça pouvait pas me faire de mal de faire de la réflexologie. Donc encore une fois, je vous oblige pas à y croire. Sinon, il y a aussi des gens que ça brasse de travailler sur les blocages émotionnels. J'ai par exemple une collègue qui m'a dit que en sortant de ses premières séances de kinésio, ça la rendait littéralement malade. En fait, ça lui donnait la diarrhée. Donc en tout cas, la kinésiologie, c'est très intéressant parce qu'on apprend des choses sur soi de l'ordre de ce qui est inconscient. Et encore une fois, je vous le répète, on sous-estime grave l'inconscient. Troisième thérapie. Énième pratique dont je n'ai ressenti aucune pratique, mais qui, à contrario, a fait du bien à l'un de mes parents. Ça s'appelle la biorésonance. Alors là, j'ai conscience que ça va vraiment en dépasser certains, mais encore une fois, je vous donne juste des pistes et c'est à vous de faire le tri en vous faisant votre propre avis. Donc avec la biorésonance, on est vraiment sur une méthode alternative de médecine quantique où on part du principe que les cellules à l'intérieur du corps communiquent par des signaux électromagnétiques. Donc chaque cellule et organe émettrait une fréquence spécifique. En captant ces fréquences à l'aide d'un appareil spécialisé, le praticien, il va chercher à identifier des dysfonctionnements dans le corps et à stimuler l'organisme pour qu'il retrouve son équilibre. En fait, la biorésonance, si vous voulez, ça permet de faire un bilan du fonctionnement des organes et ça permet aussi de détecter des anomalies vibratoires des cellules avant même l'apparition des symptômes. Donc ça peut venir
aider la médecine conventionnelle en la complétant. Personnellement, j'ai fait quelques séances en 2022, alors moins de 10, peut-être 4-5. Dans mon cas, la praticienne, elle me faisait tenir une plaque en fer, comme ça, tout le long de la séance. Et cette plaque, elle était reliée à un appareil. Et la machine, si vous voulez, elle percevait les flux énergétiques de mon organisme dans mes organes et captait mon état physiologique global, donc pouvait voir mes carences et d'autres trucs. Donc une fois que la machine mesurait ce qu'il y avait à identifier, la praticienne, elle pouvait m'envoyer des fréquences électriques pour corriger et harmoniser les déséquilibres énergétiques. Alors bien évidemment, je me suis pas fait électrocuter, c'était imperceptible. Alors pourquoi je vous parle de cette pratique-là? Eh bien parce que j'allais faire des séances de manière préventive, vu que je savais que l'anxiété, ça cause des dommages sur mon corps et que j'avais de la fatigue chronique, que j'ai toujours. Donc disons que c'était une manière de soutenir mon corps pour que je puisse continuer d'avancer malgré le fait que je n'allais pas bien. Comme je vous le disais, j'en ai pas fait longtemps parce qu'en fait j'étudiais pas dans le même département et la praticienne, elle exerçait là où j'avais ma famille. Donc c'était pas très pratique. Quatrième pratique. Dans le genre où on est relié à un appareil, j'ai également testé la même année, en 2022, une technique qui s'appelle le neurofeedback. Le neurofeedback, en fait, c'est un procédé qui permet d'apprendre à modifier son activité cérébrale dans le but d'améliorer sa santé et ses performances. En fait, on nous met des électrodes sur le cuir chevelu et c'est relié à un ordinateur qui lit l'activité électrique du cerveau pour détecter les variations dans l'activité cérébrale. Et l'ordinateur, lui, il va transformer l'activité du cerveau qu'il a capté en feedback visuel ou sonore. Et en fait, ça permettrait que le cerveau apprendrait à s'auto-réguler. Alors personnellement, on mettait bien des électrodes sur le cuir chevelu et je passais la séance d'1 heure à regarder un film. Alors non, c'est pas bizarre, c'est normal. Et en fait, pendant que je regardais le film, il y avait plein d'interruptions de son. Ça faisait plein de petits pocs. Et en fait, le système provoquait des petites coupures quand l'activité de mon cerveau présentait de grandes variations pour que ça aide mon cerveau à se réorganiser tout seul. Et autant vous dire que ça arrêtait pas de sauter tout le temps. J'ai testé ça parce qu'en fait, on promeut cette méthode comme pouvant soulager différents troubles physiques, cognitifs et émotionnels, comme par exemple l'insomnie, les migraines, la fatigue chronique, l'humeur, l'anxiété, la concentration, attention, troubles de l'apprentissage, etc. Et comme en plus de la fatigue chronique, j'ai un profil TDAH selon mon bilan neuropsy que j'ai passé, et je voulais voir si ça pouvait m'apporter des bienfaits. De toute façon, certains troubles sont plus faciles à réguler et d'autres nécessitent normalement un nombre plus important de séances. Alors j'ai dû faire approximativement une dizaine de séances à tout casser, mais j'ai arrêté parce que les changements n'allaient pas assez vite à mon goût. Alors je dis pas que le neurofeedback ne marche pas, je dis seulement qu'il ne faut pas faire comme moi, à être impatient et à arrêter super vite, parce qu'il est possible que ça demande pas mal de séances, surtout quand les troubles ne sont pas récents. Cinquième méthode, la sophrologie, la fameuse. On m'avait déjà suggéré de ne pas essayer la sophro parce que c'était pas adapté à mon profil, mais j'ai voulu me faire ma propre idée en 2023, toujours dans l'objectif de combattre mon anxiété corporelle et mentale, mais aussi pour voir si je pouvais savoir davantage profiter de la vie. Donc la sophro, c'est une méthode qui combine respiration, relaxation musculaire et visualisation positive pour aider à mieux gérer le stress et les émotions. Donc là, l'objectif, c'est d'amener la personne dans un état de conscience détendu, mais bien lucide, afin de renforcer le calme, la confiance et les capacités d'adaptation. Et c'est en revenant au corps, en accueillant les sensations et les ressentis, que l'on se reconnecte à soi. Alors je vous l'accorde, ça aurait été pas mal que ça fonctionne sur moi, mais avec l'hyperactivité mentale, c'est comme quand on me demande de méditer, ça ne me convient pas. Alors j'étais venue pour combattre des symptômes, si on peut appeler ça comme ça, mais vous avez compris, et c'était ces mêmes symptômes qui m'empêchaient de ressentir les bienfaits de la sophrologie. Donc on en revient au système nerveux dérégulé. Après, les séances, elles étaient quand même cool parce qu'on avait un temps d'échange avec la praticienne où je pouvais lui parler de comment je me sentais et parfois à la fin de la séance, elle me faisait du reiki. Et vous savez, mon petit péché mignon avec l'énergétique. Encore une fois, il s'agit d'une thérapie qui ne convient pas à tous les profils, mais je ne dis pas que c'est inutile parce que le but de la sophro, c'est de nous apaiser. En tout cas, pour moi qui suis hyperactive mentale, j'ai trouvé ça plus frustrant qu'autre chose de devoir me forcer à avoir un état qui n'est pas du tout naturel pour mon système nerveux, c'est-à-dire tendre au calme intérieur, même si c'était complètement le but de la thérapie. Sixième méthode, l'hypnose ericksonienne. J'arrive jamais à le dire.
voilà, ericksonienne. Pendant un an, de 2023 à 2024, j'ai suivi une psychothérapie, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec une praticienne qui était également hypnothérapeute. Donc je faisais les deux. Entre nous, je préférais la partie où ça parlait parce que bien évidemment, ça me soulageait. Donc ne sous-estimez pas non plus la psychologie, même si je ne vous parle pas de ça aujourd'hui. Donc l'hypnose ericksonienne, c'est une méthode qui utilise un état de conscience modifié pour aider les gens à mobiliser leurs propres ressources internes afin de changer un comportement, un schéma répétitif, une émotion ou une perception. Alors disclaimer, on reste totalement maître de nos mouvements, ce n'est pas du tout du contrôle mental et on peut arrêter la séance à tout moment. Alors le praticien, il nous met dans un état de détente et de concentration sur sa voix et il nous parle ensuite en utilisant des métaphores, des suggestions et un langage imagé. Donc ça permet normalement de contourner les résistances conscientes et de faciliter les changements au niveau émotionnel ou comportemental. Eh bien, autant vous dire que ça n'a pas fonctionné sur moi. Enfin du moins, je n'ai pas vu les changements. Autant en psychothérapie, j'ai pu mettre des mots sur mon trouble de l'attachement et l'origine du problème, autant la partie hypnose, ça m'a pas du tout aidé à lâcher prise mentalement dans ma vie quotidienne. Je voyais pas de différence de comportement chez moi, mais nice try! 7e et dernière thérapie, les réflexes archaïques. C'est quoi ce terme? Sur les conseils de plusieurs collègues, j'ai fait plusieurs séances de ce qu'on appelle les réintégrations des réflexes archaïques, et ça c'était en 2025. Et là pour le coup, ça touchait au fameux système nerveux dont je vous parle depuis tout à l'heure. Si vous voulez, les réflexes archaïques ou primitifs, c'est des mouvements automatiques et involontaires réalisés à la suite d'une stimulation sensorielle ou motrice, comme par exemple un changement de position, un bruit, un changement de luminosité ou une stimulation cutanée. Par exemple, le réflexe de succion, ça permet au bébé de téter sans qu'on ait besoin de lui apprendre. Ces réflexes, en fait, ils font partie intégrante de notre système nerveux et sont essentiels à notre développement neurosensoriel et moteur. Donc, ils participent à la création de tout un réseau de connexions dans le cerveau et un humain est censé avoir acquis ces réflexes-là lorsqu'il est bébé. Donc, ils ne sont plus censés être involontaires mais contrôlés. Le truc, c'est que quand les réflexes archaïques, ils sont pas intégrés correctement pour diverses raisons, ça peut engendrer plein de choses parce que ça surcharge le système nerveux et ça entrave son bon fonctionnement. Les domaines physiques, émotionnels et cognitifs vont donc être impactés. Ça peut par exemple être la cause de la dyslexie, hyperactivité, troubles du comportement ou difficultés motrices ou bien des apprentissages. Ça peut aussi conduire à des déficits posturaux, contribuer à l'anxiété ou encore à la dépression. Alors je parle pas d'anxiété et de dépression encore une fois issues d'un facteur spécifique mais qui sont chroniques. Donc faire des séances de réintégration des réflexes archaïques, ça permet de reprogrammer le système nerveux et ça améliore le seuil de tolérance au stress et redonne au corps son plein potentiel en gros. Donc dans mon cas, lors des séances, on commençait par un temps d'échange où je vous exposais mes problématiques et ma praticienne, elle vérifiait ensuite physiquement si ce que j'avais exposé était lié à un réflexe non intégré ou pas. Par exemple, pour vérifier le réflexe dit tonique asymétrique du cou, en fait c'est lié à la coordination des mouvements, et elle m'a demandé de reproduire une série de mouvements successifs qu'elle effectuait avec ses bras et ses jambes, à gauche puis à droite, et puis je m'en mêlais clairement les pinceaux. En fait, elle m'expliquait que ce réflexe, il est censé assurer une bonne connexion entre les deux hémisphères droite et gauche du cerveau. Ensuite, elle me faisait faire des mouvements répétés ou des pressions musculaires légères pour envoyer un nouveau signal à mon système nerveux pour qu'il puisse corriger le réflexe. Et après, chez moi, j'avais quelques petits devoirs parce que j'avais aussi des petits exercices à faire pour aider la bonne intégration des réflexes. Donc c'était des petits trucs physiques. Le truc, c'est que d'après ce que j'ai compris, cette technique, elle marche pour guérir seulement si le symptôme, entre guillemets, il est associé à un réflexe archaïque non intégré. Alors je reprends mon cas avec l'anxiété. L'anxiété, c'est lié à un réflexe qui s'appelle de Moro. Et en fait, je l'ai travaillé celui-là en séance et pourtant ça a absolument rien changé à ma vie. Alors pourquoi? Je vais me répéter, parce que dans mon cas, l'anxiété est aussi traumatique et liée au fait que mon corps, comme je vous l'ai expliqué, il reste en mode survie. Alors j'ai une de mes collègues qui a eu de bons résultats avec ses enfants concernant plusieurs réflexes, mais pas pour elle qui a 50 ans et quelques. Et en fait, il se pourrait que ça s'explique par le fait que le système nerveux des enfants, il est encore en plein développement, donc que les circuits moteurs et sensoriels sont plus malléables, on va dire, que les adultes. Et le corps d'un adulte a appris à compenser depuis longtemps pour faire autrement si un réflexe n'est pas intégré. Après, ça ne mange pas de pain que vous essayez, car va savoir si votre anxiété chronique sans raison apparente ne serait pas liée au réflexe de Moro qu'il faudrait juste réintégrer dans votre
cas. Voilà, j'en ai fini de vous parler de mes thérapies qui vous sembleront farfelues pour les cartésiens, mais j'espère que ça aura donné des pistes aux personnes qui sont ouvertes. Alors je vous ai pas mal parlé du système nerveux, et puis que faire de cette info parce que je vous ai rien donné de concret. Et bien de fil en aiguille, à force de tester des trucs et à découvrir d'autres trucs sur les traumas, avec quelqu'un de ma famille, on a trouvé une pratique pour libérer les traumas du corps une bonne fois pour toutes. Sauf qu'au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore commencé. En plus de ça, c'est une méthode qui demande beaucoup de temps à s'y consacrer et je serai pas en mesure de vous faire un retour de suite parce qu'il faudrait plusieurs mois, voire 1 an avant de voir des résultats concrets. Pour ceux qui seraient curieux et qui n'ont pas envie d'attendre, la méthode elle s'appelle LMTC pour libération des mémoires traumatiques du corps. Vous trouverez des infos sur le net. En tout cas, j'espère que cette méthode marchera à long terme parce que comme vous le savez, mon objectif c'est de guérir et ça pourra aussi vous aider à guérir de plein de choses logiquement. Je crois que vous imaginez pas à quel point l'humain sous-estime le système nerveux et je trouve ça vraiment effarant que la médecine ne le mette pas en lumière plus que ça. Je précise que je vais quand même mieux aujourd'hui pour plusieurs raisons. J'ai fini mes études, je vis plus avec mes parents, je suis autonome, j'ai pas mal travaillé sur moi, mes croyances limitantes et avancé sur des choses, notamment sur l'amour de moi et le respect que je me porte. Et la somme de mes thérapies m'a également aidé, surtout celles que je fais en ce moment, mais je vous en parlerai plus tard. Et puis il y a aussi mon éveil spirituel qui m'a quand même fait changer ma perception de la vie. Pour rappel, vous trouverez la vidéo où je parle de mon éveil spirituel sur ma chaîne. Et puis aussi avant, je voyais le verre à moitié vide parce que j'étais une personne plutôt déprimée, alors que maintenant, si vous voulez, ça s'est équilibré, c'est devenu kiff-kiff. Et puis sans me rendre compte, j'ai aussi arrêté de trop me plaindre aux autres. En fait, je ressens même plus trop le besoin de me plaindre ou de demander l'avis des gens ou leur approbation. Et puis j'ai tout simplement la niaque de guérir, d'expérimenter des choses, voire même du positif dans le négatif parfois. Et même si la vie, c'est pas toujours simple et que la guérison c'est vraiment fatigant, j'aime bien le concept de vivre tout simplement. En tout cas, merci aux plus courageux d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à échanger en commentaire, nous dire ce que vous avez testé, ce qui a fonctionné pour vous ou pas, de manière respectueuse bien sûr. Et puis n'oubliez pas, la guérison c'est vraiment un long chemin qui peut prendre des années. Prendre conscience et travailler sur ses parts d'ombre, ça peut être vraiment inconfortable, mais vous êtes ultra courageux de le faire. Et puis vous savez, il y a tant de gens qui travaillent vraiment pas sur eux, voire qui ne se remettent jamais en question, alors vous êtes des warriors. À bientôt!